Merci beaucoup Charles. Merci bien sûr à My Sommeil de m'avoir invité sur cette très très belle journée consacrée au sommeil. Je trouve ça vraiment très intéressant. C'est une très belle initiative. Donc déjà merci à vous et merci à cette organisation sur toutes ces belles conférences sur cette journée. Moi aujourd'hui je vais vous parler du jet lag social. Euh, je vais vous parler du jet lag social et je serai ravie, si vous le souhaitez, de discuter un petit peu de ce sujet après la présentation, si vous avez des questions, bien évidemment. Donc moi, ce que je vous propose, c'est tout d'abord de vous expliquer un petit peu ce que c'est, comment on l'évalue, comment on le mesure, hein, ce jet lag social. Je vous expliquerai ensuite quelles sont les différences individuelles. Vous verrez que tout le monde n'est pas impacté en fait de la même manière par rapport au jet lag. Et si j'ai vraiment décidé de vous parler de tout ça aujourd'hui, c'est bien sûr parce que ça peut avoir des impacts bien évidemment en fonction de sa sévérité sur la santé mentale, le métabolisme, la performance de travail. Et ce que je vous propose, c'est donc de terminer par des conseils, des stratégies que vous pourrez mettre en place pour bien sûr limiter ces impacts. Alors, ce jet lag social, c'est peut-être que vous connaissez déjà ce terme jet lag qu'on utilise quand même souvent lorsque l'on prend l'avion, lorsque nous franchissons comme ça les fuseaux horaires vers l'est ou vers l'ouest. C'est donc un décalage horaire. Et quand on parle de jet lag social, eh bien, c'est un petit peu la même chose. En fait, on va parler d'un décalage horaire, mais là, entre les rythmes biologiques, donc ce sont les rythmes qui nous programment finalement à nous coucher, à nous lever à certaines heures, et nos rythmes de travail qui nous imposent quand même dans notre société souvent un lever assez tôt, et notamment lorsque nous avons dans certains endroits plus de transports qu'à d'autres, mais voilà, il y a aussi la route, les transports en commun qui peuvent encore plus contrarier un petit peu ces rythmes-là. Donc voilà, je souhaitais aujourd'hui vous expliquer un petit peu ce phénomène parce que ça touche quand même un certain nombre de personnes et de manière plus ou moins sévère. Donc, pour vous expliquer ça, j'aimerais voilà, prendre un petit exemple, hein, un petit exemple d'une personne qui a un besoin de 7h30, par exemple, de besoin quantitatif de sommeil. Alors là, je vous ai mis du coup un petit agenda, voilà, pour que vous voyez un petit peu les rythmes. Alors, on va commencer par un rythme sans contrainte, finalement. Un rythme sans contrainte, l'exemple pendant les vacances, on va avoir un rythme qui peut, sans contrainte particulière, être tout à fait aligné à nos rythmes biologiques. Alors là, je vous ai mis l'exemple d'une personne qui va avoir tendance généralement à se coucher vers minuit et demi, se lever vers 8h du matin, voilà, et sans contrainte. Alors bien sûr, là, je vous l'ai fait de manière très, très rigide, hein, il y a toujours des petits écarts, mais globalement, un rythme sans contrainte nous permet d'être plus ou moins alignés, ce qu'on appelle un alignement des rythmes, et d'être donc en synchronisation circadienne. Donc, la problématique du jet lag, c'est quoi? C'est que à un moment donné, si, et pour cette personne-là, je dois reprendre le travail avec une contrainte, c'est-à-dire que je dois me lever plus tôt le matin parce que je dois me préparer et prendre éventuellement la route pour aller au travail, eh bien, je vais le dimanche soir me coucher toujours pareil, surtout si je rentre de vacances vers minuit et demi, et je vais devoir du coup me lever à 6h du matin, et là, je vais commencer assez vite, dès le lundi, à être un petit peu en dette de sommeil, je vais avoir moins d'heures, bien évidemment. Et ce qui va se passer, c'est que toute la semaine, je vais avoir cette contrainte horaire qui va me désynchroniser en fait mes rythmes assez rapidement. Dans la mesure en plus où on va très rarement, là je vous ai pris quelqu'un qui se couche généralement voilà, assez tard, plutôt une personne du soir, et donc on va très rarement décaler nos rythmes, on ne va pas aller se coucher à 22h pendant la semaine, c'est très très rare, mais par contre on va continuer comme ça à se lever très tôt, à 6h du matin, et donc on va accumuler comme ça toute la semaine
une certaine dette de sommeil. Et donc, le vendredi soir, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir tendance à compenser, comme ça, vraiment une compensation de sommeil, puisqu'on a été en dette toute la semaine. Hein, vous savez que la dette s'accumule. Et donc, du coup, on va avoir tendance, quand on peut, bien évidemment, se lever un petit peu plus tard. Et donc là, cette personne, elle va compenser jusqu'à 9 heures de sommeil. Et le vendredi et le samedi soir, pareil, jusqu'au dimanche. Alors là, je vous ai rajouté une petite demi-heure parce que des fois, en plus, on fait des siestes le dimanche après-midi. Mais voyez, ce jet lag social, on a systématiquement sur les agendas du sommeil, comme ça, une espèce d'effet yo-yo entre les rythmes de semaine et les rythmes pendant les week-ends et également pendant les vacances. Donc, ça, quand on est dans ce rythme-là, on passe en désynchronisation circadienne. Voilà, on va vraiment, on va désynchroniser ces rythmes par contrainte horaire. Et c'est vraiment ça qu'on appelle le jet lag social. Il faut quand même savoir que du coup, tout le monde ne va pas être impacté quand même de la même manière là-dessus. Là, je vous ai pris l'exemple de quelqu'un qui est plutôt du soir et vous le verrez, les personnes qui ont un chronotype du soir, j'y reviendrai un tout petit peu dessus tout à l'heure, mais vont être quand même plus impactés que les autres. Vous savez que on va être plutôt du soir, du matin, c'est ce qui définit nos chronotypes. Qui sont génétiquement encodés. Et donc, à la base, c'est quand même pas moi qui vais décider réellement de ma porte d'entrée, en fait, dans le sommeil, de ce qui est bien programmé pour moi en termes d'heures de coucher et d'heures de lever. Ces heures privilégiées d'endormissement et de réveil vont être régulées à la base par quand on a une régulation normale, sont régulées par deux grands mécanismes du sommeil qui nous permettent de bien gérer ces endormissements et ces réveils. Alors, du coup, je vais quand même aller assez vite sur ces deux grands mécanismes-là. Parce que je pense que déjà vous avez eu peut-être des informations lors de la première conférence et puis je crois aussi qu'il y a d'autres conférences là-dessus dans la journée. Là, c'est vraiment juste pour que vous compreniez bien ce phénomène dans le cadre du jet lag. Donc très rapidement, je vous rappelle que nous avons deux grands mécanismes. Si vous regardez un petit peu là où on a mis le petit sablier, là, c'est sur votre droite, nous avons un premier mécanisme important qui est défini en fait par l'accumulation de pression de sommeil avec le temps passé éveillé dans la journée. Donc vous avez voilà toute la journée une accumulation comme ce sable là que l'on voit dans le sablier qui va s'accumuler. Et le sommeil on va renverser ce sablier, va évacuer en fait cette pression de sommeil par la suite. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le processus homéostatique. Donc ça veut dire quoi? Que moins on dort, plus le temps d'éveil va être long et plus vous aurez sommeil. Voilà, c'est vraiment ça le processus homéostatique. Plus vous allez passer de temps éveillé, plus vous allez ressentir de la somnolence et plus vite vous allez également vous endormir. Et le deuxième mécanisme va être défini, là vous le voyez sur votre gauche, va être défini, on appelle ça le processus circadien, va être défini, lui, par l'existence d'une horloge biologique interne qui se remet à l'heure en fait tous les jours sur une période d'environ 24 heures. Par des synchroniseurs externes, dont le principal est la lumière, mais pas uniquement. Vous avez bien sûr l'activité physique, le rythme socio-professionnel, les interactions sociales, le rythme alimentaire qui va jouer un rôle important sur ce synchroniseur externe et également des synchroniseurs internes sur lesquels je ne vais pas trop m'appesantir aujourd'hui, mais notamment la température du corps et la mélatonine. Donc, ces deux mécanismes, c'est eux qui vont définir un endormissement et un réveil interne qui va nous être propre.
et qui est différente d'une personne à une autre en fonction du fait que nous soyons du matin ou du soir. Et donc, il peut y avoir une vraie inadéquation, en fait, entre ces rythmes-là et les rythmes de travail. Et c'est vrai que ça concerne quand même pas mal de monde, tout ça. Donc, juste pour finir un petit peu là-dessus, parce que je trouve que c'est intéressant peut-être pour les personnes qui nous écoutent d'être au clair sur vos propres chronotypes, en fait, de savoir à la base, parce que ça, c'est une connaissance aussi qu'il faut avoir de son sommeil là-dessus. On va avoir les couches tôt, les couches tard et puis les intermédiaires, mais pour que ce soit clair sur les chronotypes du matin et du soir, juste vous donner quelques informations quand même. Les couches tôt, chronotypes du matin, ce sont des personnes qui vont déjà se réveiller toujours frais dispo, on va dire, qui ne vont pas avoir trop de soucis au réveil, alors que le couche tard, ben, il va plutôt avoir cette tête-là. Ça va toujours être déjà un petit peu compliqué. Donc, les couches tôt vont généralement, et ça on le voit très vite, en fait c'est peut-être là-dessus que vous allez trouver vos caractéristiques, mais un couche-tôt ne va pas décaler ou très peu ses rythmes en semaine et le week-end. Ça va être pareil en vacances, il va très très peu décaler ses rythmes, alors qu'un couche-tard, lui, pour le coup, il va vraiment décaler ses rythmes très souvent et le week-end et pendant les vacances, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Donc, notre petite caractéristique pour le couche-tôt, bien sûr, c'est l'heure à laquelle il va se coucher, donc beaucoup plus tôt que l'autre chronotype. Et puis, on a souvent des personnes qui sont les premiers lors de soirées à dire bon, allez, on rentre, alors que le couche-tard, lui, va vraiment être éveillé le soir et il va avoir tendance à faire beaucoup de choses le soir. Voilà, donc c'est important que vous connaissiez un petit peu ça déjà, parce que dans le phénomène du jet lag social, cela bien sûr va toucher beaucoup plus les chronotypes du soir qui ont déjà cette tendance naturelle à décaler leur rythme. Donc du coup, Je peux te poser une question, oui, oui, Séverine? oui, bien sûr. Parce que je pense que c'est quelque chose que souvent les gens se posent. Donc, on a les tests qui permettent de mesurer ça, mais Ouais, sans faire un test. Bon, il y en a un qui s'appelle le ouais. Hornosberg, hein, qui permet de le mesurer. Mais on a tendance souvent à estimer que justement, on est tout le temps du soir. Et notre mode de vie nous pousse aujourd'hui à être du soir. Mm. Et donc, quel est effectivement ton positionnement par rapport à ça? Voilà, donner comment on peut vraiment définir son rythme? Et puis, est-ce que oui, réellement, aujourd'hui, on a tendance à dire, moi, je vois mes grands-parents, par exemple, il y avait les proverbes, là, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. On a l'impression qu'on a un changement, justement, de vision, et qui fait que ça génère, justement, ce jet lag social où on a tendance à se coucher trop Oui. tard. Alors, en fait, il y a plusieurs choses qui vont jouer. Merci pour cette question, parce que c'est effectivement un vrai problème. Le premier problème, c'est qu'on a du mal soi-même aussi à vraiment définir cette caractéristique-là. Des fois, et c'est pour ça que je vous donnais ces informations tout à l'heure, déjà, bien vous poser la question, est-ce que j'ai quand même tendance ou pas à me décaler naturellement? Et ça, on va le voir surtout par rapport aux vacances. C'est vraiment là qu'on va déterminer nos rythmes plutôt naturels. Et puis, il y a ce deuxième point important, c'est que quoi qu'il en soit, chez tous les humains, depuis que nous avons la lumière artificielle, déjà à la base, nous nous sommes déjà tous bien décalés à cause de cette lumière artificielle après l'ère pré-industrielle. Donc, il y a déjà un phénomène tout à fait, on va dire, d'évolution sociétale avec l'introduction de cette lumière naturelle qui nous a tous décalés, d'ailleurs, quel que soit le chronotype. Et puis, après, il y a des phénomènes également au niveau de notre évolution lorsque nous sommes enfants, adolescents, adultes et quand nous prenons un petit peu de l'âge, où là aussi, alors il faut savoir quand même qu'on ne change pas de chronotype, ça c'est aussi quelque chose qui est très souvent euh,
mal compris. Hein. Souvent, j'ai des personnes qui vont me dire des fois, ah ben non, maintenant je suis devenue du matin. En fait, on ne devient pas du matin. La seule chose, c'est qu'il peut y avoir peut-être juste quand on prend de l'âge, puisque tu prenais cet exemple-là, Charles, des heures et des avancées, puisqu'on va avoir une avance de phase quand on va prendre l'heure, on va avoir tendance tous à se coucher plus tôt et à se lever plus tôt, quel que soit notre chronotype en fait. Et de la même manière, dès que nous sommes adolescents, on va se décaler. Vous savez que l'adolescent va se décaler de manière tout à fait naturelle parce que c'est cette période-là qui va le décider. Mais un adolescent, même s'il se décale, va déjà être plus chronotypé du soir ou du matin. Et ensuite, ça va se réguler un petit peu à l'âge adulte. Ça, là, je vous ai vraiment pris l'exemple d'un adulte. Et cette même personne-là que je vous présente va se redécaler un tout petit peu, plus il va prendre de l'âge. Et c'est d'ailleurs pour ça que plus on prend de l'âge, moins il va y avoir de jet lag social. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Voilà. Donc, voilà, il y a des différences et il va y avoir des heures de coucher de lever qui vont aussi se décaler en fonction de ma période de vie. Et puis, il y a également, bien sûr, tout ce qu'on fait aussi aujourd'hui, le soir, avec nos écrans. Enfin, on est beaucoup plus éveillé et actif le soir qu'il y a, qu'il y a quelques années. Donc, il y a aussi des comportements, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, peut-être que vous en avez déjà parlé ce matin dans la première conférence, mais voilà, il y a aussi notre mode de vie actuel qui fait qu'on a beaucoup plus, quand je vois les séries, là on est quand même énormément dedans et on va avoir quand même cette tendance à des fois rester très tard, quel que soit d'ailleurs notre chronotype. Donc ça, le problème qu'il y a, c'est que par contre l'heure du réveil, elle va pas trop changer et c'est ça qui va nous créer ces dettes-là. Et on n'en a pas C'est spécifiquement vrai que pour... j'ai un petit exemple qui est très, très parlant là-dessus. Moi, je suis très souvent en Belgique pour des raisons personnelles. Et on observe que le début des films, par exemple, c'est 1 heure plus tôt qu'en France. Et donc, ça va agir sur le jet lag social directement, quoi. Rien que, voilà, l'heure à laquelle les gens vont commencer leur film de soir, bah, Rien aujourd'hui, en que France, c'est ça. de plus en plus décalé. Et Et, donc, ça se et- et génère. tout à fait, c'est ce que j'allais dire. On observe en plus là-dessus qu'il va y avoir des décalages au niveau du début, vraiment du début des films qui se décalent depuis quand même quelques temps et qui accentuent en fait ce phénomène de désynchronisation chez tout le monde. Mais qui va être quand même plus accentué chez les personnes qui vont être quand même en chronotype vespéral. Alors, je vais vous donner un exemple peut-être de calcul. L'idée aujourd'hui, c'est aussi que vous puissiez réfléchir, est-ce que je suis ou pas un peu dans ces situations-là. Alors, comment on calcule le jet lag social aujourd'hui? Là aussi, il faut quand même savoir que le jet lag, c'est quelque chose qui est assez récent hein, en termes de vocabulaire de troubles du sommeil. C'est quand même un trouble circadien, c'est un trouble du rythme veille-sommeil, le jet lag social. Il date que depuis 2006, donc il est quand même assez récent. Il n'est toujours pas référencé d'ailleurs comme un trouble veille-sommeil à l'heure actuelle. Euh, et donc, malgré ça, il y a quand même beaucoup d'études qui sont faites sur le sujet. Et là aussi, sur les calculs, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer. Alors, ce que je vous donne là aujourd'hui, c'est voilà, ce qu'on fait à l'heure actuelle, mais peut-être que dans quelques années, tout ça, ça va évoluer. Donc, ce qu'on fait pour le calcul du jet lag social, c'est qu'on prend généralement le milieu de nuit des jours de repos et l'on va moins le milieu de nuit des jours de travail. Donc, je vais le représenter graphiquement parce que c'est plus simple. Donc, vous voyez, si je prends comme ça là, le milieu de nuit des jours de travail, là, on va être vers 3 heures du matin et on va calculer également le milieu de nuit des jours de repos. Là, on va être à peu près à 5 heures du matin. Et ce qu'on va faire, c'est que l'on va soustraire ce milieu de nuit des jours de repos avec celui des jours de travail. Et donc, ça va nous donner pour cette personne-là, pour le coup, un différentiel de 2 heures. Donc, cette personne, on pourrait poser le fait qu'elle est en jet lag social de 2 heures. Et à l'heure actuelle, ça aussi, c'est un petit peu arbitraire aujourd'hui, ça va peut-être évoluer, mais on considère que ce jet lag va être anormal quand il est égal ou supérieur à 2 heures. Voilà. Donc,
peut être intéressant peut-être pour les personnes qui nous écoutent de faire un petit agenda et puis peut-être de regarder s'il y a énormément de décalage entre les deux et vous pouvez voilà, vous amuser à faire ces petits calculs pour observer ce décalage horaire. Donc, j'aimerais quand même vous parler des conséquences hein, de ce jet lag parce que en fonction de la sévérité du jet lag, il y a quand même, il faut quand même le prendre en considération. Je ne sais pas si parmi les personnes qui sont présentes à cette conférence, je ne sais pas si parmi vous il y a des médecins du travail ou des personnes voilà, qui sont sensibles à ces conséquences au travail, mais je trouve que c'est important et d'ailleurs dans les formations que l'on fait au niveau du sommeil, j'en parle fréquemment parce que c'est très fréquent. Je pense qu'il faut quand même dans les entreprises qu'on arrive à identifier au moins les personnes qui ont un jet lag social sévère parce que ça va générer quand même des impacts métaboliques importants. Notamment des risques de surpoids, on va avoir des risques cardiovasculaires, de l'hypertension artérielle, le diabète va être multiplié, je crois que c'est 2,5 si on a un temps de sommeil de moins de 5 heures, on a une augmentation des douleurs, donc voilà, déjà au niveau métabolique, il y a quand même pas mal d'impacts. On va avoir également des impacts au niveau cognitif. Ce que l'on sait aujourd'hui des dernières études, c'est surtout au niveau de l'attention qui va être altérée au niveau du jet lag. On va également avoir un déficit de l'inhibition chez ces personnes qui ont un jet lag social sévère, donc avec plus de comportements impulsifs, plus d'impulsivité dans leur mode de fonctionnement. Et on sait également que ça impacte les prises de décision. La seule chose qu'on a pu observer au niveau des études là-dessus, c'est que ça n'impacterait pas les prises de décision risquées. Mais en tout cas, ça peut impacter d'autres types de prises de décision. Et puis, il y a bien sûr Et la je pense que somnolence. ce qui est, si je peux Ouais. juste peut-être, ce qui est important aussi, c'est, je pense, c'est le jet lag. C'est, nous, on parle beaucoup du travail de nuit, par exemple, qui fait Ouais. partie de ce jet lag-là. On en parlera cet après-midi, donc avec des conférences plus dédiées sur le travail de nuit, qui fait partie de ce jet lag-là. Mais on est tous concernés par ça, sans avoir des rythmes absolument décalés. C'est Exactement. quelque chose qui nous concerne tous, et donc on se rend pas forcément Exactement. compte que à plus ou moins moyen long terme, eh ben, c'est des petits impacts voilà, qui peuvent être là. C'est pas forcément une désynchronisation complète du travail de nuit, par exemple, qui est fait. Oui, et ça, et c'est important ce que tu dis parce que quand on parle de jet lag social à la base, là, je vous parle juste de quasiment tout le monde quand on est en horaire finalement de journée. Je ne parle même pas, bien évidemment, des contraintes du travail de nuit. Là, on n'est pas dans le travail de nuit, les postes du matin, etc., qui, bien sûr, sont encore plus en désynchronisation. Mais rien qu'avec des postes de journée, déjà, on a un jet lag social que nous observons et qui peut déjà être sévère, sans parler de rythme atypique, finalement, en termes de temps de travail. Donc cette somnolence, on va la constater hein, dans des rythmes normaux également, avec bien sûr plus de risques d'accident et notamment de risques d'accident de la route. Et puis j'ai rajouté aussi le risque de développer un trouble insomnie, parce que moi qui fais quand même beaucoup de cliniques en insomnie, eh bien, c'est vraiment pour nous aussi un diagnostic différentiel, parce que il y a beaucoup de monde qui pense être en insomnie chronique. Le jet lag, c'est pas de l'insomnie, hein, le jet lag social, à la base, c'est pas ça, mais ça peut être confondu des fois avec l'insomnie chronique. Euh, mais ça peut aussi, du coup, le provoquer, parce qu'il y a des personnes qui vont des fois essayer d'aller se coucher plus tôt, et puis comme peut-être ils n'ont pas la connaissance de ces chronotypes, qu'on a quand même des portes d'entrée privilégiées, ils vont essayer d'aller se coucher plus tôt, ils vont commencer du coup ne pas s'endormir correctement, puisque ce n'est pas leur rythme biologique, et puis pour vraiment récupérer leur sommeil, j'en ai beaucoup qui vont commencer à prendre des somnifères en fait, qui vont commencer à s'induire volontairement par des médicaments. C'est pour ça d'ailleurs j'ai noté aussi abus de substances derrière, parce que pour s'endormir plus tôt et pour essayer pour récupérer un petit peu cette dette de sommeil. Donc là, ça pose question quand même, ça pose un vrai problème. Et cette problématique-là
peut également créer une anxiété importante avant d'aller au lit et créer finalement un trouble d'insomnie concomitant. Donc, les abus de substances, on les retrouve très fréquemment dans le jet lag social, que ce soit donc pour dormir, peut-être, pour essayer de dormir plus tôt, mais également des substances peut-être plus éveillantes, du café, de la prise de café pour la journée tenir davantage. Donc, ça fait partie des risques et des conséquences aussi du jet lag. Et puis, bien sûr, alors je ne vais pas m'appesantir, je pense que ce matin, vous avez eu une belle conférence là-dessus, mais à partir du moment où on parle de troubles du rythme circadien, hein, il a dû déjà vous faire le lien ce matin entre les troubles circadiens et les troubles psychiatriques, mais bien évidemment, il y a des impacts sur la santé mentale, tout simplement parce qu'ils partagent des mécanismes communs. Et nous savons par des études claires aujourd'hui qu'il y a une vraie association entre la sévérité du jet lag social et la dépression. Non, je n'irai pas plus loin là-dessus aujourd'hui, mais voilà, sachez qu'il y a également clairement aujourd'hui un lien, une association, notamment avec la dépression. Alors, quelques chiffres quand même, là, si je vous prends une étude qui a été faite, très très belle étude sur la fréquence du jet lag social dans la population, vous voyez quand même que déjà, on a 46% de la population qui a un jet lag social de plus d'une heure. C'est quand même très important. Et nous avons un jet lag social qui va être de 16% lorsqu'il est égal ou supérieur à 2 heures. Donc, voilà. Il faut quand même savoir que c'est plus les hommes qui sont touchés, a priori. Et pourquoi? Eh ben, alors, on n'en a aucune idée, Alors que d'autant plus. l'insomnie, c'est plus les femmes. Et du coup, le jet lag, ce serait Oui, plus les et hommes. d'autant plus que ben, ça, c'est les études qui le montrent et j'ai été moi-même assez étonnée, d'autant plus que si on regarde les études sur les dettes de sommeil, c'est plutôt les femmes qui sont impactées. Voilà, ça montre que c'est plus les jeunes hommes adultes qui seraient impactés par le jet lag social. Alors là, je ne parle même pas des adolescents qui sont dans des situations chronobiologiques assez catastrophiques, en fait, avec des heures de lever contraints pour aller au lycée et un décalage de phase qui est biologique et normal à ces âges-là. Donc, ça touche bien sûr beaucoup nos lycéens, nos collégiens lycéens, surtout les jeunes adultes. Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, plus on prend de l'âge et moins il va y avoir de jet lag social. Et bien sûr, ça va concerner plus les chronotypes du soir. Mais effectivement, peut-être que des nouvelles études montreront des différences peut-être plus précises sur le fait que ça touche plus les hommes ou les femmes. Mais aujourd'hui, les dernières études montrent que ça toucherait plus les hommes. Alors, quelques stratégies quand même pour réduire le jet lag social. Qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Déjà, être bien conscient. Est-ce que je rentre dans ce cadre-là ou pas? Et puis, sur quelle sévérité? Alors, la première stratégie, il y a quand même des choses que vous connaissez là-dessus au niveau de l'hygiène de sommeil, mais comme on l'expliquait et comme on le voyait tout à l'heure avec la discussion et la question de Charles, il y a quand même les activités éveillantes le soir qui jouent un rôle très important et qui peuvent renforcer ce jet lag. Donc, bien évidemment, on va essayer en termes de comportement de limiter un maximum tout ce qu'on connaît en activité éveillante le soir pour pas que ça accélère le processus. La prise de café qui doit être stoppée assez tôt, tout ce qui va augmenter l'éveil au niveau interne, au niveau de la température du corps. Donc, on va éviter de prendre des douches chaudes juste avant le coucher. On va éviter le sport tard le soir, qui sont tout ça des activités éveillantes, mais je ne vais pas aller trop dans le détail parce que je pense que vous avez déjà eu pas mal de choses là-dessus, mais pour le jet lag social, c'est juste la base, c'est de limiter encore plus tout ça, et notamment l'hygiène lumineuse, hein, qui, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, cette hygiène lumineuse,
va avoir un rôle très, très important sur le décalage, le décalage dans nos heures d'endormissement. La lumière, elle va vraiment augmenter notre vigilance, elle a un effet vraiment d'alertness très important, elle va bloquer, stopper et faire chuter la mélatonine, on l'a vu tout à l'heure, qui est si importante dans notre endormissement et dans notre réveil. Donc, voilà, l'idée, c'est de faire attention quand même le soir, lorsque l'on est en jet lag social important, de réduire l'intensité lumineuse, mais à tous les niveaux. Alors, je ne vous parle pas tant là de la télé, mais plutôt des écrans qui sont proches des yeux, mais aussi la luminosité dans notre salon, de l'abaisser, de ne pas mettre des lumières trop fortes. Donc, on essaie d'abaisser le plus tôt possible cette luminosité le soir et plutôt de favoriser la lumière le matin. N'oubliez pas, si vous pouvez, bien sûr, de mettre des filtres. Aujourd'hui, il existe quand même pas mal de choses au niveau des ordinateurs, des téléphones. Il existe également des lunettes spécifiques. Si vraiment ça joue sur l'endormissement, pour filtrer quand même un petit peu cette lumière qui, de base, décale notre endormissement. Alors, autre chose importante sur les stratégies, c'est se dire, par rapport à ce que je vous ai expliqué, en semaine, on a quand même de la dette de sommeil, et peut-être qu'on peut quand même agir dès la semaine pour commencer à compenser un petit peu ça avec notamment des courtes siestes, si vous le pouvez, au travail, après manger. Alors, quand je parle de courtes siestes là, d'une dizaine de minutes, c'est pas spécifiquement de vous endormir, c'est si je peux, je vais essayer de fermer les yeux, de me mettre sur un fauteuil, d'essayer voilà, de faire comme si je dormais, en fait, et là, le cerveau prendra ce qu'il a à prendre et il va réguler, il va commencer à réguler cette fameuse dette de sommeil. Mais je pense qu'il ne faut pas attendre le week-end, en fait, pour faire ça. On sait qu'il y a quand même un rôle très protecteur du repos de récupération le week-end, mais je pense qu'il ne faut pas qu'on attende le week-end, il faut qu'on commence dès la semaine à mettre en place, quand on est en dette de sommeil comme ça, des petites siestes courtes, bien sûr, si c'est possible dans votre contexte de travail. Et ça évitera d'avoir cet effet yo-yo là très important pendant le week-end. Du coup, l'endormissement et le réveil sera peut-être plus précoce et il y aura moins de décalage entre les deux. Et surtout, par contre, on évite là le dimanche après-midi les longues siestes. Hein. J'ai des fois des personnes qui font 1 heure, 2 heures, 2 heures de sieste le dimanche. Alors là, ça va vraiment renforcer parce que j'ai vraiment plus sommeil le soir d'après. Ça va vraiment impacter le temps de sommeil de la nuit d'après et les heures d'endormissement. Donc ça, par contre, ça, c'est à éviter dans les cadres du jet lag social. Et puis, là, je viens de vous expliquer ces 3 stratégies qui concernent, j'ai presque envie de dire, plus la réduction des conséquences, en fait, du jet lag social sur notre santé. Mais il y a une vraie question quand même, je trouve, qui se pose aujourd'hui sur cet alignement entre les rythmes biologiques et les rythmes de travail. Et je crois qu'on peut aussi, à un moment donné, réfléchir à cet alignement, peut-être même en première intention, en priorité, sur ces horaires de début de travail. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas en clinique, avec ces patients qui ont un jet lag important. C'est déjà de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des modifications que je peux faire directement pour mieux aligner les rythmes au niveau horaire? On sait aujourd'hui, avec les études, que de décaler juste d'1 heure la prise de poste le matin réduirait quand même de 80% les impacts du jet lag social. Donc, ça pose question, ça. Et du coup, alors c'est peut-être pas possible, bien évidemment, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, là, mais quand c'est possible, c'est peut-être la première chose à faire avant le reste, c'est-à-dire déjà essayer plus tôt d'essayer d'adapter finalement notre rythme biologique au rythme de travail et pas l'inverse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
Voilà, l'idée, c'est peut-être aussi de réfléchir à la place stratégique du coup du télétravail dans cette situation, parce que du coup, le télétravail, ça va nous faire gagner du temps le matin, notamment sur les trajets, et peut-être que, sans parler du télétravail tous les jours, mais dans les cadres de jet lag social sévère, nous avons constaté que quelques jours juste dans la semaine de télétravail sur des heures beaucoup plus adaptées au rythme du salarié, réduisait bien sûr énormément toutes les conséquences du jet lag social. Ils l'ont fait également, hein, ça, il y a eu des études, des très très belles études de fait avec les lycéens dans certains pays où ils ont juste décalé l'heure de début de cours et on voit déjà qu'il y a des impacts beaucoup moins importants sur leur santé. Donc, ça se réfléchit aussi aujourd'hui, voilà, avec les directions, avec la médecine du travail. Je pense que c'est quelque chose vraiment à prendre en compte pour la santé de nos salariés. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous expliquer un petit peu aujourd'hui. C'est bien sûr on a vu qu'il y avait quand même des mécanismes de régulation du rythme veille-sommeil qui nous imposent un endormissement et un réveil interne qui nous est propre. Donc, l'idée, c'est déjà que c'est à nous de les connaître, de les identifier et puis surtout de les écouter pour être déjà le plus possible en harmonie circadienne. Donc ça, c'est ce qu'on a commencé à voir. Et puis, nous avons vu que lorsque les contraintes sociales désynchronise ces rythmes, eh bien, il faut penser peut-être en première intention à essayer d'adapter les temps biologiques aux temps sociaux lorsque cela est possible et pas l'inverse. Et si bien sûr cet alignement temps biologique aux temps sociaux n'est pas possible, eh bien, nous avons également vu qu'il y avait un rôle protecteur. Voilà, il est connu, ce rôle protecteur, des stratégies de compensation pour au moins limiter les impacts du jet lag social sur notre santé. Voilà, c'est ce que je souhaitais vous dire sur le jet lag. Merci beaucoup, Séverine. Alors, moi, c'est un sujet que je trouve extrêmement intéressant. On reviendra d'ailleurs cet après-midi avec Laurence Webel sur l'aspect chronobiologie et plus Oui. biologiquement sur tout ça. Mais je trouve, alors j'ai vu qu'il y avait une question, à Donna qui a une question, j'ai pas oublié, on y répondra juste après. Moi, je voulais juste faire enfin, poser une question, une remarque. Je sais pas si c'est une question, une remarque. J'ai été confronté moi assez récemment, par exemple, à des coachs de vie qui accompagnent des salariés qui n'ont absolument effectivement aucune connaissance hein, chronobiologique, biologique, Mhm. et qui ont proposé à un groupe de personnes et qui ont même imposé dans le cadre de leur formation de faire ce qu'on appelle du miracle morning, hein, de se lever à 4 heures du matin et d'avoir des activités pour soi, d'épanouissement personnel, de lire un livre, de faire du yoga, du sport, etc., avant d'entamer sa journée. Moi, j'estime en tout cas que c'est presque dangereux de faire ça parce que justement, on va générer du jet lag, pas forcément parce que les gens n'auront pas forcément la capacité et mettre en place des habitudes pour aller se coucher tôt alors qu'ils ont un réveil à 4 heures du matin. Et donc, on va générer une grosse dette de sommeil. Je ne sais pas quelle est ta vision par rapport à ça. Moi, la Alors moi, ceinture, voilà, je j'ai beaucoup de suis mal par rapport à ça. ouais, je suis complètement d'accord avec toi. C'est d'ailleurs, j'étais intervenue déjà sur des articles sur le sujet tellement je trouve ça dangereux. Je trouve vraiment ça dangereux. Le Miracle Morning, c'est à un moment donné, là aussi, il faut se poser des questions là-dessus. Alors, mis à part si tu es un court dormeur du matin, peut-être que Oui. ça peut être intéressant pour toi, mais sinon, Mais ça peut être alors, très c'est quelque chose dangereux. que je ferais tout le temps. Donc, ce serait même pas une expérience à mettre en place puisque je le ferais Ouais, tout le temps. mais effectivement, finalement, les personnes qui sont en adéquation avec ça le font déjà, hein, parce que moi, je connais pas mal de personnes qui se lèvent, qui font déjà beaucoup de choses le matin. Oui, je crois que c'est très important que tu interviennes là-dessus parce que euh, on a quand même de plus en plus de monde hein, qui le font. Et c'est dangereux au niveau de la chronobiologie et vraiment au niveau de la santé de ces personnes-là. Donc, oui, je crois qu'il faut y faire vraiment attention.
D'où le fait que c'est important de sensibiliser aussi à toutes ces thématiques-là parce que on fait pas ce qu'on veut avec finalement son rythme Oui. biologique. Et dès qu'on impose quelque chose comme ça à une majorité de personnes, ça peut avoir des conséquences catastrophiques, hein. Donc, je suis entièrement d'accord et tu fais bien de rappeler ça parce que c'est encore assez présent aujourd'hui dans les, C'est voilà, un dans phénomène, les hein. c'est On un veut phénomène. avoir des journées les plus épanouies, enrichissantes, enfin Oui, voilà, et donc savoir ce que il faut qu'on trouve un équilibre parfait dans notre équilibre de ouais. vie personnelle, professionnelle. Et puis bah, le problème, c'est que ça va faire des journées à rallonge parce qu'on dit que oui, il faut qu'on ait cet épanouissement complet et notre sommeil bah, va se réduire, on va générer du jet lag à cause de effectivement, ce mode de vie qui pour moi, effectivement, pas très protecteur par rapport à notre sommeil.